Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre mobilisation encore ce matin. Après une première conférence que nous avions organisée mardi sur les avenirs des stations. Merci de nous retrouver ce matin pour un sujet tout aussi important qui est celui de la diversification économique de nos massifs. Je me présente, Nicolas Gouvernel, commissaire adjoint du Massif des Alpes. J'aurai le plaisir de co-animer cette table ronde ce matin avec mon collègue Cédric Conteau, également commissaire adjoint du Massif des Alpes, et qui rejoindra la DDT des Hautes-Alpes dans quelques semaines en tant que chef du service agricole. Et on peut le féliciter pour cette belle promotion. Lui qui a accompli pendant 6 années au commissariat de Massif un long travail en faveur du développement économique, notamment de la filière bois des Alpes qui sera à l'honneur ce matin, mais également de la filière agro-pastorale. Alors merci à vous de vous intéresser à ce sujet qui est en totale continuité et cohérence avec celui que nous avions animé mardi sur l'avenir des stations, puisque évidemment si nous cherchons un avenir économique pour les territoires de montagne, eh bien, il faut le rechercher dans un meilleur équilibre entre les différents secteurs économiques et une meilleure complémentarité également. Et c'est pour cela que nous souhaitons aborder ces enjeux ce matin. Des filières économiques qui sont toutes impactées par le changement climatique, depuis l'agropastoralisme jusqu'au tourisme, en passant par la filière sylvicole également. Et c'est toutes ces questions que nous aborderons ce matin avec un panel représentatif de cette économie de montagne. Nous donnerons la parole dans un instant à Fabrice Pankouk, en tant que nouveau coprésident du comité de Massif des Alpes, et qui avait eu l'intuition d'initier un groupe développement économique transversal il y a quelques années au sein du comité de Massif, qui nous dira pourquoi il avait eu raison. Puis nous donnerons la parole à Didier Bic, en tant que représentant des CCI alpines, qui nous livrera un petit peu un témoignage sur l'évolution de ces notions de diversification économique et notamment en nous parlant d'industrie qui reste très forte en montagne. Puis nous aurons un focus à la fois territorial avec Jacques Adnaud en tant que président du parc naturel régional du Vercors, qui nous parlera de diversification touristique et économique à l'appui du programme Espace Valais 1, avec également un focus sur une filière, la filière Bois des Alpes, et nous aurons le plaisir d'accueillir 2 chefs d'entreprise qui représenteront cette filière tout à l'heure. Et puis, pour ouvrir grand les horizons, nous donnerons la parole également à Isabelle Boulot, chef d'entreprise Sun Conseil et également vice-présidente du cluster montagne, qui s'est engagée dans un parcours très audacieux, celui de la Convention des entreprises pour le climat, et qui s'est doté d'une feuille de route pour une économie régénérative à horizon 2030. Et nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et pour terminer, eh bien, Benoît Mongenot, qui nous vient de Paris, pour nous parler du programme Territoire d'industrie et de réindustrialisation verte, y compris comme opportunité de diversification économique des massifs. Donc vous aurez un aperçu complet aujourd'hui. Sans plus attendre, eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer avec tout d'abord Fabrice Pankouk, en tant que coprésident du comité de Massif, pour nous dire un petit peu quelles sont vos intentions pour les prochaines années de ce mandat. Bien, merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots seulement parce que les experts là ont plein de choses à vous dire qui vous permettront d'éclairer sans doute les projets et l'avenir. En tous les cas, du côté du Massif, comment est-ce que nous pourrons considérer ce sujet qui nous réunit ici ce matin ? D'abord, quand on regarde notre montagne, on a pour habitude de la résumer assez vite à des activités de pleine nature et au ski. Alors, c'est assez heureux dans l'absolu, puisque d'un point de vue économique, on sait combien ça pèse dans notre modèle et combien c'est indispensable, parce que c'est aussi à la faveur des résultats de l'activité, notamment autour du ski, qu'on est en capacité de préparer l'avenir et de financer nos investissements qui sont indispensables à mettre en œuvre dans ce moment de la transition. Et pour autant, il y a toutes les autres activités qui existent d'ores et déjà sur nos territoires, certaines patrimoniales et qu'on a parfois un peu oubliées, d'autres qui sont dans le spectre de l'innovation, et il faut toujours être dans cette recherche d'innovation sur nos territoires, d'abord parce que c'est propre au monde de l'économie et que c'est absolument indispensable si on veut préparer un avenir qui sera certes différent de celui d'aujourd'hui, mais en tous les cas en adéquation avec les valeurs sur lesquelles nous travaillons.
Quand on a pensé économie du côté du massif, quand on a aujourd'hui une commission qui s'appelle Produits de montagne, eh bien on est précisément dans cette dimension. Alors, cette commission qui s'appelle Produits de montagne, elle a un nom qui finalement a été assez vite galvaudé, Cédric, puisque quand on parle produits de montagne, on pense Beaufort. C'est très bien aussi, hein, d'ailleurs, de penser Beaufort quand on parle produits de montagne ou d'autres bons produits de Loisan ou du Vercors, Jacques. Mais en tous les cas, ça n'est évidemment pas exclusif que de cette question agricole. C'est les produits au sens d'une production et donc d'un dégagement de valeur ajoutée. Et là, on a besoin d'ouvrir large le spectre avec des choses qui sont en déclinaison immédiate de ce qu'on fait avec le tourisme, et je pense au thermalisme par exemple, mais il faut aussi que nous allions piocher dans ce qui a fait notre force à l'origine de nos territoires et de nos vallées, et qu'il faut tout simplement aujourd'hui revenir convoquer avec beaucoup de fierté, parce que nous avons des savoir-faire qui n'existent que chez nous. Je pense à l'industrie, au moment où je dis ça, et je le dis de manière un peu inspirée de ce qui se passe sur mon territoire de la Tarentaise, autour du projet Ugiring par exemple, qui fait énormément débat, alors que c'est précisément une industrie patrimoniale qui vient être partagée avec un véritable projet d'innovation et en réponse aux valeurs que nous appelons tous de nos voeux, notamment de la première aciérie circulaire. On a même du mal à le dire, tellement ça nous est inconnu, mais c'est précisément vers cela que nous devons aller. Il y a l'ensemble des autres activités, j'ai évoqué l'agriculture déjà, il faut que nous parlions de sylviculture et de toutes les filières en conséquence de cette sylviculture. Et je crois qu'on a aujourd'hui une table ronde qui permettra ici d'y venir de manière très large. Je crois qu'on pourrait presque dire quand le bois avance, le territoire avance, quand je vois ici la distribution de cette table ronde. Pour finir, du côté du massif des Alpes, eh bien, nous portons aussi un certain nombre de politiques, et notamment une convention de massif. Quand on parle de ces Alpes, on pense bien évidemment aux Alpes du Nord et aux Alpes du Sud, puisque c'est ensemble que nous faisons les choses. Et c'est également ensemble que nous portons cette convention interrégionale et les financements qui sont associés, avec des provenances diverses. Ce n'est pas ça le sujet de ce matin, mais plutôt au bénéfice de quoi nous mettons ces financements, avec cette volonté de pouvoir servir le tourisme, parce qu'on continuera de le servir durablement, à la fois du côté du ski, mais aussi de l'ensemble des activités en diversification et des activités de pleine nature, de notre agriculture, de la forêt, de l'ensemble des activités qui sont autour de la biodiversité, parce qu'elles sont également importantes, et de finalement tout le spectre qui fait nos territoires de montagne, dont j'ai pour habitude de dire que s'il devait y avoir une seule motivation dans les mandats que nous occupons, c'est celle de préparer un territoire de demain qui sera habité, c'est-à-dire qu'on va y travailler, et qui sera vivable parce qu'on aura réuni les conditions qui font que nous allons garder un environnement de grande qualité. Merci beaucoup Fabrice pour ces propos inspirants et qui donnent le cap qui nous est assigné pour cette nouvelle mandature 2023-2029 du comité de massif et qui s'exprimera à travers effectivement les différents dispositifs d'intervention, notamment ceux qui nous sont en commun, État et régions alpines ensemble, et on est très fiers de les porter avec les différents acteurs des différentes filières économiques. Vous avez parlé d'industrie en héritage et industrie qui renaît. Effectivement, je ne dirais pas de ses cendres parce que ça serait complètement caricatural et excessif. Et justement, Didier Bic, pour les chambres de commerce et d'industrie alpines, eh bien, Didier, vous aviez participé, l'ensemble des CCI alpines ont élaboré il y a un an ou deux, je crois, eh bien, un grand travail sur l'évolution des industries alpines, sur les différentes décennies qui se sont écoulées et qui donnent une belle photographie aujourd'hui de ce que sont les industries alpines. Et donc, c'est tout naturellement qu'on voulait vous offrir la possibilité de restituer brièvement ce travail, un travail qui a été impulsé par le groupe développement économique du comité de massif des Alpes, dont parlait Fabrice Pankouk à l'instant, et qui a bénéficié effectivement d'un soutien au titre de la convention de massif. Donc Didier, c'est à vous. Les Alpes sont-elles industrielles, industrieuses, et y a-t-il un potentiel industriel dans les Alpes ? Bon, mais merci Nicolas. On va effectivement essayer de répondre à cette question. Je vous donnerai quelques chiffres. Simplement, en un mot, les chambres de commerce et d'industrie participent au comité de massif
pour essayer de défendre l'idée que l'industrialisation n'est pas forcément un gros mot, même dans les Alpes, et que nos territoires sur lesquels on a avant tout la volonté de créer des emplois et de permettre le maintien de la population sur son territoire, parce que les gens qui sont en montagne aujourd'hui ont envie d'y vivre et ont envie d'y rester, mais il faut qu'on leur trouve effectivement les moyens d'y rester. Donc une des vocations de la CCI, des CCI, de participer au comité de massif, c'est d'essayer d'effectivement de trouver les équilibres en discutant avec tous les autres acteurs, hein, puisque c'est un lieu d'échange et de partage et de consensus pour prouver ou faire avancer l'idée que l'industrie dans la montagne, ça peut être un point positif aussi, et notamment pour les populations. Alors vous avez tout à fait raison de dire que la montagne est quand même un lieu d'industrie et a été, contrairement à l'idée reçue où on pense que l'industrie n'existe pas. Finalement, l'industrie dans la montagne, c'est à peu près le même pourcentage par rapport aux autres activités. Hein, si on prend toutes les activités, BTP, commerce, services et toutes les catégories, il y a 6 catégories qui sont répertoriées, comme ça, qui sont classifiées. En France, l'industrie représente 7% de l'activité au niveau national. Dans le massif des Alpes, c'est 7,3% en France et c'est 7% dans le massif des Alpes. Donc c'est finalement un petit peu en dessous de la moyenne, mais ce n'est pas zéro, vous avez bien fait de le souligner, on ne part pas de rien. Alors en revanche, ce sont effectivement des industries plutôt, je veux dire, à basse technologie. On n'est pas sur des hauts niveaux de technologie, en tout cas sur ce qui existait jusqu'à maintenant. On va voir que ça change. Aujourd'hui, c'est à peu près 23 000 entreprises. Alors, Nicolas, je ne sais pas si vous aviez défini le périmètre du massif des Alpes. Alors, je crois que c'est, vous me corrigez Nicolas si je me trompe, mais c'est 9 départements en totalité ou partiellement. Donc on part de ce territoire qui est limité à ces 9 départements alpins. Et donc sur ces 9 départements alpins, dont certains en partie, je le redis, c'est 23 000 entreprises et c'est 140 000 emplois au total dans l'industrie traditionnelle, on va dire. Encore une fois, ramené par rapport au commerce, au BTP, le service qui représente quasiment 50%, hein, comme sur notre territoire national. La constatation qu'on peut faire, c'est que même si on est aujourd'hui un petit peu en deçà du niveau national, et notamment aussi sur le niveau technologique, l'évolution de ces dernières années, puisque l'étude que nous avons menée avec les CCI alpines a porté sur la période 2009-2022. C'est une étude qu'on a sortie effectivement fin 2022. Et cette étude a essayé de faire un constat entre la situation en 2009 et celle qu'on trouvait en 2022. Et donc, on constate effectivement que, pour le coup, sur le nombre de créations d'entreprises et de créations d'emplois, on est plutôt en évolution favorable par rapport à la moyenne nationale sur la création d'industries. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne nationale aussi en termes de niveau technologique. C'est-à-dire qu'on est passé à des niveaux technologiques, j'allais dire, avancés, comme tout le monde bien sûr, mais au-dessus de la moyenne nationale. En revanche, l'autre évolution qu'on constate, c'est qu'on a plus de, j'allais dire, on a plus d'entreprises. J'ai dit un petit peu plus, l'évolution en nombre d'emplois est assez stable. J'ai dit plus, mais on parle de 0,5%, donc c'est quand même très faible. Par contre, en nombre d'entreprises, on a augmenté entre 2009 et 2022 de 43%. Alors 43%, c'est énorme, mais ça veut aussi dire qu'on a beaucoup moins de grosses entreprises et beaucoup plus de petites entreprises. Alors ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle parce que les petites entreprises sont des entreprises du terrain et qui ont plutôt tendance à ne pas se délocaliser, qui ne font pas partie forcément de grands groupes, qui peuvent un jour fermer ou pas. Mais c'est des emplois différents et c'est beaucoup plus de petites entreprises qui se sont installées ou qui se sont créées. Et nous, on voit ça comme un bon ancrage dans les massifs et qui est bon pour la stabilité de la population et l'opportunité que ça présente pour les habitants de rester effectivement en montagne et au pays. Voilà les grands traits de cette évolution sur les dernières années. Alors,
on a évoqué les possibilités et les pistes qu'il y avait pour évoluer sur l'industrie dans les Alpes. Bien évidemment, il y a certains secteurs, dans tous les secteurs industriels, qui ont tiré leur épingle du jeu mieux que les autres. Et en premier, c'est tout ce qui a trait à l'énergie. Alors évidemment, on va en reparler tout à l'heure, j'en dirai un petit mot sur l'énergie hydraulique. La montagne, malheureusement, il y a quelques inconvénients sur la circulation en hiver. Enfin, ça présente son caractéristique géographique, mais aussi des avantages. C'est-à-dire que l'eau qui s'en écoule est une source de richesse et de potentiel qu'on n'exploite sans doute pas assez aujourd'hui. Les industries électro-intensives avaient bien compris ça il y a quelques années. Il y en a beaucoup qui ont disparu, mais il y en a beaucoup qui réfléchissent aussi. Fabrice en a parlé un tout petit peu. Qui réfléchissent à évidemment renforcer des implantations et bénéficier de cette énergie, entre guillemets, qui est quand même, en termes de rendement, par rapport à l'éolien, par rapport aux panneaux solaires, une énergie extrêmement propre et d'un rendement extrêmement haut, beaucoup plus haut que ce qu'on peut trouver sur les panneaux solaires et l'éolien. Donc, on reviendra à ces atouts du territoire qui sont les premières sources de développement, c'est dire, en direct, j'allais dire, le territoire présente des caractéristiques qui nous permettent de bénéficier de cette énergie, profitons-en. Et c'est effectivement là-dedans que dans la tendance de ces 10 dernières années, c'est dans ce sens que se sont développées les entreprises majoritairement. Après, il y a une autre piste qui a été, c'est le textile et l'habillement. Le textile et l'habillement parce que, évidemment, on a développé beaucoup d'activités outdoor avec beaucoup de recherches sur les équipements pour la chaleur, bien évidemment, pour un tas de particularités que présentent nos sites de montagne. Et donc, tout ce qui en découle, alors c'est, j'allais dire en indirect, mais tout ce qui découle des activités, forcément du ski aujourd'hui ou de la pratique de la montagne outdoor, a tiré la création d'entreprises textiles. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est les deux gros secteurs qui ont tiré profit, soit directement des avantages de la montagne, soit des activités générées par la montagne, donc en deuxième lieu. Donc ces deux évolutions par filière, comme l'activité aujourd'hui du ski ou de la montagne, ou simplement par géographie, sont les deux grosses tendances sur lesquelles les entreprises ont tendance à travailler. Pour nous, évidemment, c'est des industries qu'on pousse, mais il y a évidemment d'autres pistes sur lesquelles on réfléchit. Mais l'idée, c'est de dire, on profite de ce qui se passe sur le terrain. C'est très difficile d'aller décider de créer. Vous savez bien que quand on a voulu un moment réimplanter en se disant on va bénéficier d'énergie qui est quand même gratuite ou qui est facile à accéder, oui, effectivement, on peut faire des choses sur les industries électro-intensives. Néanmoins, il faut venir au pied des Alpes. On n'est pas forcément central par rapport à notre activité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le terrain parce que la population est là aussi. Et donc, c'est ce qui est privilégié actuellement. Voilà, en quelques mots, simplement un petit panorama de l'industrie en montagne. Donc, comme vous le voyez, ça évolue. Ça reste évidemment dans l'image, le tourisme en premier lieu, mais derrière, il y a bien autre chose et on continue à travailler là-dessus pour le faire évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup Didier, c'est très clair et je crois que c'est assez enthousiasmant de voir que les différents secteurs d'activité, y compris certains comme l'industrie, eh bien, sont en plein renouveau et ça c'est vraiment encourageant. On y reviendra tout à l'heure avec le collègue Benoît Mangenot de la NCT. Je passe tout de suite la parole à Cédric pour nos deux focus de cette table ronde. Merci Nicolas. Effectivement, on a choisi d'essayer de vous présenter deux approches, deux entrées un peu sur ces questions de diversification économique, une entrée territoriale et une entrée par filière. Alors, il fallait choisir sur l'entrée territoriale. Vous savez que le massif des Alpes est très, très hétérogène entre un territoire de Tinée-Vésubie très isolé et un territoire en bord de métropole, comme on peut l'avoir. On a choisi de proposer au Parc du Vercors de nous expliquer sa trajectoire, la manière dont il réfléchit la question de la diversification économique sur son territoire et peut-être nous expliquer le rôle d'un territoire en tant qu'institution pour accompagner ces changements. Donc Jacques Adnaud, je te propose de nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Préalablement, je vais peut-être
D'abord, je vais tenter de témoigner des grandes mutations économiques dans le Vercors et d'intervenir sur les grands enjeux. Mais en préalable, c'est peut-être utile de vous préciser un peu que représente le Vercors. Alors d'abord, c'est un massif qui est calcaire, karstique. C'est-à-dire que vous avez une masse de calcaire truffée de grottes, truffée de l'eau qui passe mais ne fait que traverser. Et ça donne un peu le décor. Il y a 206 000 hectares. Ça va de la partie grenobloise où nous sommes jusqu'à la partie dioise. On a donc une mosaïque de territoire, une mosaïque de climat, une mosaïque de produits, une mosaïque de travaux d'une manière générale, qui sont tous marqués par l'agriculture, la vie, et le territoire est vivant, il est habité, et s'il n'y avait pas d'agriculture, il n'y a plus rien, pas de tourisme et pas de parc. Ça, c'est un point de départ pour situer les choses. N'imaginez pas que tout vient comme ça. Non, pas d'agriculture, pas de parc, pas de tourisme. Ensuite, c'est un territoire qui a été labellisé dans les années 70 parc naturel régional, du Vercors bien sûr. Ce n'est pas géré comme territoire, comme une commune ou comme une communauté de communes, un EPCI. On gère par mission. Je m'explique, on ne lève pas l'impôt. Donc nos ressources dépendent directement de la région, des départements et des communes. Et à partir de là, notre travail à nous, c'est de se mettre au service d'eux et autant que faire se peut, de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et qu'il n'y ait personne en dehors du cercle de la table. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'on a un territoire et une économie de moyenne montagne qui doit intégrer l'ensemble des acteurs et des populations, quelles qu'elles soient. Si on ne les intègre pas, elles sont hors jeu, donc la montagne ne vit plus, tout simplement. Derrière ça, je voudrais vous dire que, historiquement, l'économie de moyenne montagne a eu un certain nombre de mutations. Le Vercors, c'est d'abord une histoire, ça tout le monde le sait. On a eu quelques exemples en ce début de semaine avec la visite du président. Ensuite, c'est une succession de mutations. C'est un modèle économique qui évolue sous le coup de plusieurs facteurs. Le premier, c'était d'abord un pilier historique. C'est l'économie de la forêt. 70% du territoire, c'est de la forêt. C'est important de le savoir parce que ça montre bien le décor d'ensemble. Ce pilier, il a un peu vacillé parce que l'agriculture ne suffisait pas pour nourrir son homme. Et il y avait déjà des routes, il y avait de la mobilité, il y avait des moyens d'accès et il y avait une circulation dans le Vercors, bien évidemment. Mais c'est une économie qui s'est progressivement redressée dans les années 70 et est allée chercher, s'est sauvée par elle-même en allant chercher le climatisme, donc la santé, en allant chercher le tourisme, c'est-à-dire l'hôtellerie, la villégiature, les activités de pleine nature. Et il y a un événement particulièrement important qui date évidemment de 1968, qui sont les JO de Grenoble. Et ça a vraiment permis l'avènement du ski et l'installation de l'économie globale dédiée au tourisme sportif. Alors, au jour d'aujourd'hui, le Vercors, c'est également une vision qui intègre les enjeux contemporains. Je m'explique, l'équation est assez complexe. Comment est-ce qu'on peut installer et faire fonctionner une activité économique qui dépend de nombreux facteurs inscrits à différentes échelles? Je prends un exemple. L'agriculture, d'une part, a une activité, mais c'est une petite agriculture avec des petites fermes et pas des grands espaces. J'ai dit des grands espaces, oui, mais pas de grandes fermes. Et à côté de ça, fonctionner avec des stations de ski. Comment on conjugue tout ça? La deuxième chose, c'est qu'il y a des services aux populations qui sont à l'échelle des intercommunalités et on n'a pas ce qu'on trouve dans la ville. On est en montagne, on a les services à minima et ça fait partie de la vie, on y est. Comme dirait l'autre, hier il n'y avait pas de neige, aujourd'hui il y en a. Aujourd'hui, en un mot, il faut déneiger. Ensuite, comment faire fonctionner, installer une activité économique qui sache répondre aux enjeux contemporains? Parce qu'entre nous soit dit, on ne peut plus se cacher derrière un miroir ou derrière un mur. C'est terminé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'état de notre environnement, et ce depuis 40 ans, il est dégradé. Il ne correspond plus exactement aux besoins de l'homme et on ne pourra pas survivre si on ne prend pas en compte cette situation. Donc là, ne nous racontons pas des choses que l'on connaît par cœur.
c'est une donnée de départ et l'activité économique vient s'inscrire là-dedans. Tout le monde sait la nécessité d'engager des actions fortes d'atténuation et au mieux de travailler sur l'adaptation du système économique du Vercors. Ensuite, comment installer et faire fonctionner une activité économique qui passe par un modèle que l'on connaît et qui est à bâtir de toutes pièces. Il faut tout construire, tout. Et qui puisse reposer aussi sur une vision commune et partagée. Tout à l'heure, Fabrice Padecouk nous disait il faut que l'on retrouve notre enracinement, ce que nous sommes en tant que territoire. Eh bien, c'est sur quoi nous travaillons et nous continuons à travailler au niveau du Vercors. Il nous faut raisonner à l'échelle de tout le territoire Vercors, c'est-à-dire du périmètre géologique, si vous me permettez, qui représente une entité aux multiples facettes, aux multiples activités. C'est un développement qui doit être inclusif au sens qui doit intégrer toutes les catégories de population. C'est un développement qui doit durer. Ce n'est pas un développement pour faire un coup. Non, c'est un développement qui doit effectivement permettre de ne pas hypothéquer l'avenir, mais de le préparer, de le construire et de le renforcer. Ensuite, au plan général, aller vers des modèles économiques de développement dits inclusifs qui intègrent toutes ces catégories de population, n'hypothèquent pas l'avenir. Cela veut dire que derrière cela, il faut concevoir des orientations et des projets qui fassent évoluer la production et la consommation à travers un certain nombre d'axes. Alors ces axes, je vais vous en donner 3. Le premier, c'est produire et consommer localement. Éviter de courir le monde pour aller vendre son fromage. Je me permets de dire cela, c'est très simple, mais au moins les choses sont claires. Concilier activité économique et également, puisqu'on doit impliquer tout le monde, équité sociale. C'est vital en montagne, au jour d'aujourd'hui, c'est vital ailleurs d'ailleurs. Et en même temps, utilité collective. Il faut rationaliser la consommation, il faut éviter le gaspillage des ressources, et il faut travailler pour le plus grand nombre. Ça veut dire que notre paradigme commence à changer un peu dans nos têtes, et c'est là-dessus qu'on doit privilégier des approches qui sont associées, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Le deuxième axe, c'est l'économie circulaire. Parlons-en. En s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Et ça veut dire que l'éco-conception de services et de produits doit être défendue. Ça veut dire de la fabrication jusqu'au recyclage, tout doit être intégré. Finalement, on est très proche des modèles industriels. Quand ils font leur boulot correctement, on doit tout concevoir, y compris la réutilisation, la réparation. Derrière ça, ça veut dire qu'on doit optimiser matière, énergie. Si je dis ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Je vous disais, c'est un massif karstique. La flotte traverse, mais alors elle part où? Eh bien, il n'en reste plus beaucoup. Donc, en conséquence, il va falloir faire en sorte que cette eau soit utilisée à bon escient, transformée à bon escient, utilisée dans des conditions qui fassent qu'on protège plutôt qu'on disperse. Troisième axe, c'est l'économie sociale et solidaire. Ça s'éloigne, mais alors manifestement, de l'économie mercantile classique. Ça investit tous les secteurs de l'économie locale, depuis l'agriculture, coopérative, AMAP, etc., et en allant jusqu'aux énergies renouvelables avec les centrales villageoises, qui sont d'ailleurs, entre nous soit dit, quelque chose d'intéressant, parce que ça fonctionne très très bien, et c'est une production d'électricité à l'échelle locale, gérée par le local, et en plus, ça crée de la vie dans les villages, parce qu'il y a des gens que ça intéresse et que ça mobilise. J'active. Alors, derrière tout ça, les priorités. Soutenir les initiatives innovantes. Par exemple, appuyer tout ce qui va permettre à l'épargne locale de s'investir localement. Par exemple, ouvrir des chantiers solidaires. Faciliter le développement de l'économie sociale et circulaire. Ça veut dire passer d'une économie linéaire vers une économie circulaire qui revienne vers elle-même et on repart. Et ça veut dire réduire le gaspillage, je ne vous fais pas de dessin. Enfin, maîtriser l'exploitation des ressources. Et là, ça veut dire que l'on doit pouvoir accompagner les initiatives du tissu des acteurs économiques, développer les labels, amener des clauses d'exécution dans les achats réalisés par les collectivités et faire en sorte que, d'une manière générale, le cycle de vie soit toujours préservé. Et nous, Parc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme rôle? Eh bien, de mettre les gens autour de la table, de faire en sorte que ceux qui ne se parlent pas se mettent à se parler, qu'on accompagne les projets, qu'on initie des projets expérimentaux
et d'une manière générale qu'on accompagne les collectivités et les acteurs économiques pour la mise en œuvre. Il se trouve que le parc n'a aucun intérêt personnel, sauf à réunir les gens. Donc les gens ne s'opposent pas et ils acceptent volontiers de pouvoir partager et échanger. Et ce qu'ils ne se sont jamais dit commence à arriver. Ensuite, concernant le tourisme, c'est un cadre d'exception, c'est un patrimoine naturel et culturel d'une grande richesse. Il faut qu'on arrive à articuler l'offre touristique et la réalité avec la réalité et l'identité du territoire. N'inventons pas des choses extraordinaires, prenons la vie où elle est, creusons cette vie de territoire et faisons-la émerger pour montrer à celui qui vient qu'il fait partie de ceux qui les accueillent. Il est dans le même groupe et en fait, c'est plus du tourisme classique, c'est de la découverte locale, c'est du lien, c'est des conditions de la fragilité des ressources, c'est de l'éducation à l'environnement à cette occasion, c'est quelque chose qui est un nouveau modèle, qui est résilient, qui est moins coûteux et qui respecte le cadre culturel final. Fonctionner ensemble, c'est le mot clé de demain. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Ce n'est pas du collectivisme, hein. C'est utiliser le collectif comme un moyen de se réunir. C'est fort différent. C'est permettre aux stations d'écrire une nouvelle page de leur histoire, de construire et de comprendre qu'elles sont un lieu particulier dans lequel on peut faire levier pour permettre à un territoire d'exister grâce aux stations. Surtout n'enlevons pas la neige, il n'y en a déjà pas assez. Continuons à fonctionner avec la neige qui existe, mais ouvrons vers des portes autres de manière à permettre demain à ce que le territoire ait toute sa place, que les gens y trouvent tout leur intérêt. Nous notons aujourd'hui que même sans de la neige, quand il n'y en a pas, il y a de la vie, il y a des gens qui bougent, qui sont heureux d'être là. Et donc, valorisons la qualité de la vie, la qualité du séjour. Et en conclusion, je voudrais vous dire, cet avenir-là, il habite en nous, à nous de le révéler. Et on en est capable. Passons du nombre à la qualité, passons de la quantité à la qualité, passons de l'individu au collectif de territoire. Alors le succès de chacun nous sera un peu plus, nous serons un peu plus tissés des autres. Je laisse un peu le temps pour applaudir cette belle introduction. Bravo, merci beaucoup. Il y a beaucoup de mots-clés. Merci pour cette vision. Et c'est très clair le rôle qu'un territoire peut avoir pour accompagner ces démarches. Je vous propose maintenant d'avancer sur une entrée filière en se disant comment des acteurs économiques peuvent se mobiliser aussi, peut-être comment ils ont travaillé avec leur territoire. On ne l'a pas abordé, mais ça peut être aussi quelque chose. Et on proposait à Grégory Martin, dirigeant d'une des plus grandes scieries de Savoie, de nous expliquer un peu le parcours, comment sa scierie a évolué en lien avec la diversification économique des territoires et surtout comment elle s'adapte aujourd'hui au changement climatique. Donc peut-être je vous laisse présenter et si éventuellement vous avez des éléments complémentaires à donner. On aura ensuite une intervention complémentaire qui viendra sur la deuxième transformation. Oui, donc la scierie de Savoie, c'est la plus importante scierie des Deux-Savoie. Elle est située à Rogné, à côté d'Albertville. Donc on exploite depuis 1970, donc ça fait 54 ans. Et en fait, l'adaptation, on l'a fait tout le temps, depuis toujours. On s'est beaucoup adapté de 2000 à 2020 au marché. On a eu besoin de grossir, d'améliorer la qualité de nos produits, d'investir des sommes importantes pour se tenir au niveau de la concurrence internationale. Donc on a eu une très grosse phase de développement entre 2000 et 2020. Et aujourd'hui, on a un nouvel enjeu qui est face à nous, puisque la décarbonation touche toute l'économie, notamment la construction. Donc aujourd'hui, les règles de la construction sont en train de changer fortement, notamment avec les RE 2020, et on va faire appel de plus en plus aux matériaux bois. Donc sur la prochaine décennie, il faudra que les producteurs soient capables de répondre à cette demande. Donc c'est une très grosse ouverture pour le bois dans la construction. Donc je pense que dans les 5-10 ans qui viennent, il faudra qu'on soit capable de fortement monter nos productions et répondre à cette demande. Et donc le changement climatique, on en entend beaucoup parler aussi sur des menaces. Est-ce que pour vous, la question de l'adaptation de nos forêts au changement climatique va peut-être mettre à mal,
on entend beaucoup parler, par exemple, des maladies sur les arbres, risquent de mettre à mal la filière, ou pour vous, on est quand même dans une situation d'adaptation sur la forêt de montagne, avec plutôt des opportunités de développement telles que vous l'avez présenté? Alors, on a été longtemps épargné par ce phénomène qui touche les massifs qui sont en plus basse altitude. Donc, à partir du Jura et en montant, ils sont touchés par les phénomènes de dépérissement des forêts dus à la sécheresse depuis plusieurs années. Ça commence à venir chez nous depuis l'année dernière. On commence à être fortement touchés. Donc, oui, on est impacté par le changement climatique. Ça crée des inquiétudes parce qu'on voit des forêts qui dépérissent. Donc, il faudra aussi que nous, on sache, toute la filière sache se servir de ces bois. Il y a un enjeu qui est phénoménal. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait autour de ça. Donc, c'est un danger. Après, d'un autre côté, on reste quand même un territoire d'altitude. Donc, je pense qu'on a quand même de l'avenir devant nous. Il restera un réservoir de bois qui est très important. Donc, c'est à la fois un problème dont il faut tenir compte, mais je pense qu'on restera quand même avec une masse de bois suffisamment conséquente pour pouvoir se développer et répondre à la demande qui arrive. Et c'est ça, donc on sent qu'on a un marché qui se développe, on a une ressource. Est-ce que vous considérez que la filière bois alpine est suffisamment prête pour répondre à ces demandes? Alors je pense qu'on a tous les atouts. On a la matière, on a le réservoir de matière, on a les entreprises, parce qu'il existe encore un tissu d'entreprise dans le bois, dans les Alpes, qui est dense. L'exploitation forestière, scierie, des charpentiers, des menuisiers. Il y a une vraie culture bois, donc on a tous les atouts pour faire. Le marché, il est maintenant. Les choses, elles bougent très très vite. Il faut pas louper le coche. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que pour vendre des produits bois, pour mettre du bois alpin dans les maisons alpines, il faut sortir du bois des forêts. Donc on ne pourra pas répondre à cette demande et développer notre économie bois sans faire sortir du bois des forêts. Donc il y a un moment, s'il faut faire plus de sciage, il faudra sortir plus de grumes des forêts. À mon avis, c'est un des gros enjeux qui nous attend. Parce que je pense que la filière est quand même dynamique. Il y a des investissements importants qui sont faits. On essaie d'adapter notre offre, de monter en gamme. Mais à la fin de la fin, pour faire 1 mètre cube de sciage, il faut sortir 1 mètre cube de grumes des forêts. Donc le gros enjeu que je vois dans les 10 ans qui viennent, c'est la capacité qu'on aura à mobiliser notre matière. C'est stratégique. Sans matière, il n'y a pas de développement. Très bien. Et donc on se retourne là vers les territoires de montagne et la capacité aussi à permettre l'acceptabilité peut-être de ces coupes de bois. C'est un peu ce que vous nous disiez en off, c'est-à-dire la difficulté aussi qu'ont les entrepreneurs forestiers d'aller faire des coupes et de les rendre acceptables vis-à-vis des habitants. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est exactement ça en fait. On a eu de 2000 à 2020 une période où ça a pu être très difficile pour la filière. On rentre dans un mouvement où on va avoir des perspectives et à ce moment-là, on sent qu'il y a quand même une réticence. Les gens n'ont pas forcément envie qu'on exploite du bois, donc c'est un peu un paradoxe. Il faut faire du bois, il faut faire du local, il faut produire local, mais il ne faut pas couper de bois. Donc il y a un moment, tout ça, ça ne fonctionne pas en fait. Donc je pense qu'il faut quand même passer le mot. On exploite de manière durable. On a une exploitation forestière en zone alpine qui est respectueuse. On jardine, voilà, c'est vraiment, on fait les choses comme il faut depuis très longtemps. Donc c'est pas chez nous qu'il faut pointer le doigt. Dans les Alpes, on travaille comme il faut et il faut vraiment faire attention à laisser les gens travailler à la fin. Merci beaucoup. Sébastien Bauchet, donc vous êtes plutôt dirigeant d'une entreprise de deuxième transformation spécialisée dans le mobilier extérieur, notamment en station. Comment vous vivez cette période de transition de l'économie de montagne? Est-ce que vous ressentez aussi ce développement? Et comment peut-être, expliquez-nous aussi, vous êtes engagé dans une démarche de certification Bois des Alpes. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous vous y êtes engagé? Et en quoi c'est une solution aussi pour vous? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc nous, c'est vrai qu'on se rend compte que le marché, le bois, il y a un intérêt de plus en plus important de la part des usagers sur le bois. Même si parfois on est un peu déçu sur certaines choses, on n'en verrait jamais assez que ce qu'on aimerait.
Cette démarche, je pense, de toute façon, le bois répond à tous les critères actuels qu'on entend sur les crises climatiques, crises écologiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience au niveau des populations et des pouvoirs publics à ce niveau-là. Et nous, notre entreprise, on faisait surtout du mobilier en mélèze. On a tout le temps été dans l'optique de dire, on va mettre du bois en extérieur, mais si possible, on va mettre un bois qui n'est pas plein de produits chimiques, qui est vraiment naturel. Et là-dessus, on sent une dynamique de plus en plus à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on allait tout naturellement vers la certification Bois des Alpes, parce que c'était déjà proche de nos valeurs. Et je vais dire, c'est quand même un label qui nous permet d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de nos clients. Souvent, la question qu'on a, c'est votre bois, il vient d'où? Aujourd'hui, on disait notre bois, il vient de la forêt d'à côté ou de la forêt de la vallée d'à côté. Aujourd'hui, on va pouvoir dire notre bois, il est certifié Bois des Alpes. Donc, il a une certification. Ça veut dire local. Ça veut dire aussi une gestion durable, ce que disait Grégory, une gestion durable de la forêt. Et ça, je pense que c'est vraiment très important à ce niveau-là. On se rend compte que cette sensibilité du public, le public qui était un peu plus, on va dire, éloigné des milieux naturels, s'imagine qu'en coupant des arbres, on va faire mourir la forêt, alors qu'en fait, couper des arbres, c'est aussi, à partir du moment où c'est géré durablement, c'est aussi renouveler, assurer son renouvellement pour la suite, et assurer l'avenir, assurer des puits de carbone et plein d'impacts sur notre avenir. La gestion durable, c'est aussi la certification, c'est aussi nous préparer à des futures normes qui vont arriver. Je parle notamment de l'RDUE, qui est une norme qui va imposer aux personnes qui mettent sur le marché du bois de pouvoir garantir que ça ne vienne pas d'exploitation illégale. Enfin, c'est vrai que c'est surtout destiné au bois étranger, mais voilà, ça nous permet déjà d'être dans cette dynamique-là. Et puis surtout, je mettrais direct, c'est surtout valoriser la filière locale. Alors, je trouve ça important justement qu'il y ait des grosses scieries qui se mettent en place comme les scieries de Savoie qui permettent de concurrencer un peu plus parce qu'on a eu des décennies où on a été inondé par des bois qui viennent d'Europe du Nord, pour pas citer. Mais je pense aussi qu'il y a tout un petit réseau de scieries localement qui ont un impact hyper important. On parlait de scolytes, de maladies. S'il faut intervenir rapidement dans la forêt, la petite scierie du village ou de la commune sera plus à même d'intervenir. C'est aussi des rôles sociaux importants parce que pour répondre à la demande vraiment locale, et on reste encore aussi et je reviens encore sur la partie on va dire environnementale avec toujours circuit court, etc. Après, dans la démarche aussi Bois des Alpes, il y a aussi toute cette force de collectif qui, à mon avis, est important dans la mise en place d'une filière qui défende notre territoire et qui défende les produits de notre territoire. Voilà. Et je finirai par une dernière petite chose. Donc aujourd'hui, on voit que les pouvoirs publics accompagnent le développement de cette filière, accompagnent la mise en place, l'organisation de plus en plus de cette filière. Et pour moi, il faut aussi qu'il y ait une adhésion. Et cette adhésion, elle viendra forcément des donneurs d'ordre, des prescripteurs. Et là, on a encore un gros travail à faire. On voit dans certains départements, notamment de nos régions, où mettre du bois en structure, c'est un peu naturel parce que c'est un peu, on va dire, traditionnel et puis dans les habitudes. Et le département d'à côté, je ne veux pas citer de département, mais où on est encore beaucoup sur le béton, et le bois, on va le mettre en habillage pour faire joli, mais par contre, on ne va pas le mettre en structure. Et alors que si on veut vraiment passer du volume, si on veut vraiment décarboner, le bois, c'est en structure qui a les volumes, et c'est là qu'il faudra le mettre. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé sur la filière Bois des Alpes, qui est largement accompagnée dans le cadre de la politique de massif par l'État et les deux régions. On a déjà effectivement rouvert un petit peu les perspectives grâce à vos exposés, messieurs, sur à la fois l'approche territoriale et notamment du programme Espace Valléen. Et je salue d'ailleurs beaucoup de chefs de projet qui nous ont rejoints dans la salle de ce programme-là, et également Avenir Montagne Ingénierie. On a eu l'exposé et le focus sur la filière Bois des Alpes. On va terminer cette table ronde par une séquence où on va ouvrir un petit peu les horizons, où emprunter une nouvelle voie. Et je voulais donner la parole à Isabelle Boulot sur ce plan-là, à la tête de Sun Conseil, qui est un cabinet d'ingénierie et qui permet peut-être effectivement d'ouvrir de nouveaux champs et de nouvelles perspectives en la matière. Vous l'avez fait
en vous embarquant dans la Convention des entreprises pour le climat Alpes l'année dernière, vous en êtes ressorti, je crois, transformé, et vous pilotez vous-même la transformation de vos entreprises. Et vous êtes également engagé au sein du cluster montagne, hein, un cluster emblématique de l'aménagement touristique de la montagne. En tant que vice-présidente, comment est-ce que vous vivez cette transition et agissez dans ce cadre? Comment est-ce que vous comptez contribuer à la réussite de ces transitions économiques des massifs? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. Alors, c'est une grosse mission. Déjà, on a, en fait, le fait de participer effectivement à la Convention des entreprises pour le climat, c'est pour n'importe quelle taille d'entreprise, puisque au niveau du bassin lyonnais et Alpes auquel j'ai participé donc l'année dernière, il y a toute taille d'entreprise et de l'unipersonnel à des gros groupes. C'est une démarche qui est très engageante, que nous, dans notre cadre, on a souhaité faire pour déjà nous se mettre, je dirais, dans la situation de cette transition et de l'évolution, de voir comment est-ce qu'on pouvait, avec une méthode très adaptée, initier un changement, ne serait-ce qu'au niveau de notre modèle économique, de voir aussi là où on était capable de trouver aussi des synergies. Et ce qu'il en ressort très clairement, et c'est là où nous aujourd'hui on essaye aussi de porter cette voix au niveau des acteurs, de nos clients, localement, c'est justement cet aspect territorial fort qui est très présent et qui ressort quand on fait la convention. C'est que la synergie, elle vient de ce qui est autour de nous, en proximité, que ce soit les synergies de collaboration entre les entreprises, que ce soit les synergies avec les territoires auxquels on demande justement de nous éclairer aussi sur leurs besoins et de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certes, il y a cet enjeu de la transition, mais en fait, c'est aussi l'enjeu, je dirais, de la réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on arrive à se poser, tout à chacun, pour vraiment savoir quelle est notre stratégie d'avenir. Je pense que c'est vraiment le maître mot, et c'est, même si notre temps est compté par rapport à notre environnement et à l'urgence qu'il y a de réagir, il y a aussi une urgence à réfléchir et à se poser sur ce qu'on veut réellement faire dans les années qui viennent pour le faire correctement, avec les bonnes synergies, les bonnes actions et surtout cette durabilité. La durabilité de l'action, mais la durabilité aussi de la vision et de porter les projets. Et c'est un peu cette dichotomie entre le temps court et le temps long. Et c'est vrai que c'est un élément qui est un peu perturbant parce qu'aujourd'hui, justement, on a du mal à concilier les deux. On sait qu'on est dans l'urgence, on veut agir, on n'a pas forcément les moyens, que ce soit financiers ou même intellectuels, du changement, parce qu'on n'a pas toutes les données, parce que les choses vont vite, et en même temps, il faut se poser. Voilà. Merci pour ces perspectives. Vous citiez tout de suite l'enjeu de réfléchir pour faire différemment. Parce qu'au fond, l'enjeu de la CEC, c'est d'emmener une irrésistible bascule de l'économie vers un modèle régénératif du vivant et la résilience du territoire à horizon 2030. Tout à fait. Et 2030, c'est demain, vous le savez, on compte en jours maintenant le temps qui nous sépare de 2030 pour les enjeux globaux de transition écologique. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette économie régénérative et la résilience du territoire? L'économie régénérative, c'est justement tenir compte du vivant, l'impact que l'on a sur le vivant. Alors le vivant, parce qu'on parle d'écologie, on parle d'environnement, mais en fait, à la CEC, on parle du vivant. Le vivant, c'est quoi? C'est tout. C'est nous, l'homme, parce qu'on a tendance à se placer toujours un petit peu au-dessus, mais c'est tout notre écosystème, quel qu'il soit. Et à un moment donné, cette réflexion et la façon dont aussi on essaye de faire les choses. Moi, si je vais prendre à titre d'exemple ce qu'on a fait, nous, sur notre feuille de route. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans les territoires de montagne et dans les domaines skiables. On a une proposition sur certains produits avec des matériaux, malheureusement, qui sont principalement issus du pétrole. Et aujourd'hui, notre premier axe, justement, pour notre feuille régénérative, feuille de route, on s'est dit... Aujourd'hui, il y a des alternatives puisqu'on a une filière de recyclage qui est très présente. On a de l'innovation. Il y a des gens des jeunes générations qui ont déposé des brevets, qui ont fait des choses formidables. Et aujourd'hui, on travaille autour de ça. On travaille aussi autour des matériaux, justement de ces matériaux qu'on a à proximité de nous. Et l'idée, c'est
de se poser la bonne question en disant comment est-ce qu'on peut faire pour ne plus utiliser ce qui est mauvais et faire en sorte de faire les choses mieux, de peut-être de les faire en se disant qu'on n'a pas forcément besoin non plus de les faire, et ça c'est le renoncement, et c'est un élément aussi important. Donc nous, voilà, on s'est fixé déjà ces objectifs-là, de totalement remplacer certaines gammes, de prendre le risque de le faire, parce que c'est un vrai enjeu. Nous, on a une petite structure, mais de tenir bon et justement de s'engager. Et l'engagement, il est aussi de se dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'emmener nos clients dans cette consommation perpétuelle? Mais au contraire, plutôt de se dire, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aux besoins précis et de faire les choses effectivement correctement avec ce qu'on a devant nous, tout simplement. Et alors, au-delà de Sun Conseil, vous êtes vice-présidente du cluster montagne. Alors, un cadre bien plus large d'intervention. Comment est-ce que vous comptez influer, je dirais, communiquer et partager cette expérience régénérative à l'ensemble du cluster? Alors très, très modestement, c'est vrai qu'on a été nombreux l'année dernière dans les membres, les adhérents du cluster montagne, qui sont donc le cluster montagne, je le rappelle, c'est un réseau d'entreprises de la filière de l'aménagement de la montagne. Déjà, on a réfléchi, on a insufflé un peu aussi, et ça a été déjà cultivé au sein du cluster montagne depuis un certain temps, sur une réflexion justement sur comment agir pour demain. Et la participation à la CEC, déjà, c'est une personne qui s'appelle Jean Souchal avec la société Poma, qui s'est investi et qui a pris le pari de cet avenir et de cette réflexion pour sa structure. Donc, c'est en première session il y a 2 ans, qui nous a transmis un peu cette idée de pouvoir travailler. Et puis, apparemment, ça a fonctionné, puisque de nouveau, il y a toute une série d'entreprises dont nos amis de la société Monin qui se sont engagés dans une nouvelle session. Je pense que l'idée, c'est d'ouvrir les esprits à justement réfléchir à cette transition avec une réflexion différente sur le potentiel d'un nouveau modèle économique. Comment est-ce qu'aussi on peut apporter notre pierre à l'édifice justement au niveau des territoires pour leur dire voilà, vous avez un type de fonctionnement, mais comment est-ce qu'on peut faire évoluer également les choses? Comment est-ce qu'on peut construire ensemble pour que justement cette réflexion, elle amène à une forme d'innovation collective? Et c'est ce travail-là, je pense qu'on insuffle au cluster également, qu'on diffuse, puisqu'on propose justement au territoire de nous proposer leur cas, leurs problématiques. On y réfléchit, on leur fait des propositions, on leur présente des entreprises qui, elles, vont venir avec leur savoir-faire, leur culture et leur innovation pour essayer de répondre au mieux à tous ces enjeux de demain qui sont forts et très présents et auxquels on a, je pense, un vivier d'entreprises dans notre région qui est assez formidable, et il faut qu'on s'en serve et que ça vous serve. On sent la motivation. Merci beaucoup Isabelle Boulot. Vous parliez de territoire. Tout à l'heure, j'ai cité Espace Valléen et Avenir Montagne, mais on a la chance d'avoir des territoires d'industrie alpins dans la salle. Et Benoît Mongenot, qui est chargé de mission régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la NCT sur le programme. C'est un formidable outil à disposition pour la réindustrialisation verte, pour la diversification économique des massifs. Benoît, à toi la parole pour nous présenter un petit peu ce dispositif qui est original et qui vient d'être lancé tout juste à l'automne. Merci Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, Territoire Industrie, c'est un programme national qui a été lancé en 2018 et qui vient d'être relancé récemment là, pour la période jusqu'en 2027. Et il part du constat qu'on fait tous depuis tout à l'heure, à savoir qu'en fait, la plupart des leviers en matière de réindustrialisation aujourd'hui en France, ils sont avant tout à l'échelle territoriale. Quand on parle du foncier, qui est un gros sujet en ce moment, la capacité à requalifier des friches ou à prévoir du bâti clé en main à disposition pour les industriels. Quand on parle des compétences avec l'enjeu de développer de nouvelles formations qui répondent aux besoins des industriels et aussi l'enjeu de valoriser les métiers de l'industrie auprès des différents publics d'un territoire pour remplir ces formations-là. Quand on parle d'enjeux d'économie circulaire avec les enjeux bien sûr de décarbonation, mais aussi de gestion de l'eau, d'écologie industrielle territoriale avec des questions de mutualisation de flux et de ressources, tout ça se joue bien à l'échelle locale avant tout, et c'est ce constat-là qui a été fait à la base du programme Territoire d'Industrie, en disant du coup, au niveau d'un bassin industriel,
mettons autour de la table des élus, des industriels, pour bâtir une feuille de route en matière de développement industriel qui soit 360 et qui réponde bien aux besoins locaux et qui soit en adéquation avec les caractéristiques du territoire. Et donc on a comme ça aujourd'hui 183 territoires d'industrie qui ont été labellisés en France, qui représentent à peu près 2/3 de l'emploi du pays. Il y en a 13 de mémoire sur le massif des Alpes. Et donc au sein de chacun de ces territoires d'industrie, des élus, des industriels réfléchissent ensemble et élaborent une stratégie, une feuille de route en matière de développement industriel. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 2400 actions comme ça qui sont bâties au niveau de chacun de ces territoires d'industrie. Ça va de la structuration de filières. Il y a effectivement beaucoup de territoires d'industrie qui travaillent sur la structuration de la filière bois, sur des structurations filières biosourcées, lin, laine, chanvre, enfin des filières qui sont très ancrées avec les aménités et les ressources d'un territoire donné. Bien sûr des sujets formation, des sujets de compétences, des sujets de transition écologique, des créations de centres de formation sur les métiers du cuir, sur une école sur les métiers du bois, etc. Donc on a comme ça 2400 actions qui sont élaborées au niveau local et qui répondent vraiment aux problématiques du territoire. Et puis nous, notre rôle au niveau de l'État, des partenaires du programme, les régions et les différents opérateurs, la Banque des Territoires, BPI France, l'ADEME, etc., c'est d'être dans une logique d'accompagnement et de donner des outils, des moyens pour aider les territoires à concrétiser cette ambition industrielle. Et donc on a notamment sur chaque territoire d'industrie un chef de projet dédié qui est en poste ou qui est en train de recruter puisqu'on vient de lancer une nouvelle génération. Je sais qu'il y en a certains dans la salle. Et ces chefs de projet, du coup, viennent concrétiser, mettre en œuvre ce plan d'action avec les élus et les industriels, puisqu'on est vraiment dans une logique ouverte où c'est en faisant ensemble qu'on sera capable de relever ce défi de la réindustrialisation. Donc des chefs de projet, également de la capacité en ingénierie, puisqu'il y a des problématiques quand on parle de structuration de filières, c'est des choses qui sont particulièrement complexes à mettre en œuvre, et donc la capacité aussi à financer des études. On mène par exemple en ce moment une étude sur la création d'un cluster bois sur un des territoires d'industrie. On est intervenu l'année dernière par exemple dans le Haut-Doubs sur la structuration d'un plateau d'innovation sur les métiers de l'horlogerie, qui est une filière très ancrée localement, avec un enjeu d'innovation et de rétention des talents dans un contexte transfrontalier. Donc sur ce type de problématiques complexes, une capacité à intervenir aussi avec des études. Et puis récemment, depuis le début de l'année, une enveloppe aussi en financement de projets, puisqu'on a dans le cadre du Fonds vert, une enveloppe de 70 millions d'euros qui est dénommée Territoire d'industrie en transition écologique, et dont l'objectif est justement de participer, de cofinancer des projets industriels qui participent de cette relocalisation de filières très ancrées territorialement et en lien avec la transition écologique. Donc voilà, on parle souvent de grandes filières nationales, l'hydrogène, l'aviation, etc. Donc là, sur cette filière, sur cette mesure territoire d'industrie en transition écologique, on va plutôt viser vraiment des filières très ancrées. Donc évidemment le bois dont on a parlé, des filières en lien avec les matériaux biosourcés, les mobilités durables locales. Et dans cette mesure, il y a une priorité qui est mise notamment sur l'appui à des projets qui participent à la diversification économique des massifs de montagne en lien avec les enjeux qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, cette démarche territoire-industrie, c'est une démarche nationale en matière de réindustrialisation, mais l'objectif, c'est avant tout de faire confiance au territoire pour bâtir un plan d'action et que l'État soit dans une logique d'appui et d'accompagnement à la réalisation de ce plan d'action. Et donc ça se veut une démarche vraiment ouverte. On en a parlé beaucoup de la question de la collaboration pour travailler sur l'industrie. Et donc on invite évidemment tous les acteurs qui le souhaitent à rejoindre cette démarche. Donc je disais, il y a 12 territoires d'industrie dans les Alpes. Ça va de Évian, Pays d'Abondance, à Nice, en passant par la vallée de l'Arve, les Hautes-Alpes, la vallée de la Maurienne, Sud-Isère, etc. Donc n'hésitez pas à vous emparer et à participer à cette démarche, que vous soyez acteur du développement économique, industriel, qui souhaitez travailler à cette logique de réindustrialisation. Merci beaucoup Benoît. Donc vous le voyez, on a des réflexions en cours, on a des actions, on a des chefs d'entreprise qui sont motivés et des territoires qui sont en accompagnement et volontaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens et Benoît vient d'en donner quelques-uns. Donc on vous remercie beaucoup. Cette table ronde est terminée. On espère que vous avez une bonne vision d'ensemble de la diversification économique de nos massifs.
On vous invite à poursuivre les échanges sur les stands des uns et des autres. S'agissant de la filière bois, ce sera sur le stand de Fibois. Sun Conseil est présent, les CCI, naturellement CCI de Savoie. Et puis celui de la NCT également, on est présent encore jusqu'à ce soir. C'était la première fois qu'on était sur Mountain Planet. Et puis s'agissant des chefs de projet Espace Valéen, Avenir Montagne et Territoire d'Industrie, on vous donne rendez-vous dans une demi-heure en salle Villard-de-Lans pour poursuivre le travail, et également avec les entreprises CEC Alpes qui le souhaitent, pour justement concrétiser ces synergies sur les territoires. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Cédric pour la co-animation, la régie et l'interprétariat également. Merci, c'était très agréable.